Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver sur Sud Radio pour 3 heures de conversation, 3 heures d'échange, 3 heures d'actualité, 3 heures de débat. En votre compagnie, amis auditeurs, ça se passe au 0826 300 300. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Tiens, des soldes. Est-ce que vous les avez fait, vous, cet été? Les fameuses soldes, les réductions. On va dans les centres-villes, on va dans les centres commerciaux, on essaye de trouver la meilleure réduction. Tiens, sur le maillot de bain de l'été, sur la paire de claquettes, sur les lunettes de soleil, sur le chapeau, sur la casquette ou autre vêtement. Mais il faut quand même s'apercevoir que d'année en année, les soldes fonctionnent de moins en moins bien. Est-ce que visiblement, nous, Français, nous n'aimons plus tellement ça? Nous n'aimons plus tellement ça? Ou est-ce qu'il ne faut pas partir du principe quand même que, en réalité, les soldes, on les fait déjà un peu toute l'année, avec les réductions en ligne, avec les promotions qui sont en réalité déjà un peu sur chaque vitrine en permanence? Est-ce que les soldes sont toujours d'actualité en France? Même le ministre des TPE, PME, du tourisme et du pouvoir d'achat, Serge Papin, le dit. C'est vrai qu'il va peut-être falloir repenser un peu le modèle, vous l'entendrez tout à l'heure. Nous, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les soldes sont dépassés en France? Est-ce que c'est un modèle à bannir? Faut-il tout simplement, les supprimer, les soldes? 0826 300 300, on se posera la question, bien sûr, et vous pouvez là aussi déjà participer au débat sur le site sudradio.fr, l'application ou les réseaux sociaux. On va parler également de politique 2027 qui approche. Et là, vous dites, ah non, pitié, on va quand même pas nous remettre un candidat. Alors, moi, non. Le MoDem, dirigé par François Bayrou, on sait à quel point cela peut être déterminant. François Bayrou, on l'avait vu avec Emmanuel Macron, on l'a aussi vu en 2012 avec François Hollande. Eh bien, il est en train de plancher sur une candidature qu'on n'avait pas vu venir, un certain Thierry Breton, ancien ministre de l'économie, ancien dirigeant de certaines grandes entreprises françaises. Est-ce que cette candidature est crédible? Est-ce qu'elle ne réunirait pas, à la fois l'ancien grand patron, à la fois le politique, quelqu'un qui s'exprime, qui connaît le monde et l'Europe? La candidature de Thierry Breton est-elle crédible, ou est-ce que vous allez nous dire qu'elle ne vaut pas un copec? Venez nous le dire au 0826 300 300, réseaux sociaux bien entendu, ainsi que le site et le 0826 300 300. Et puis une femme dont le nom à la consonance russe fait le tour de l'actualité depuis désormais 24 heures, Ksenia Federova, qui est l'ancienne patronne de RT France, qui était le média en charge de la propagande russe en France, a été sommée de quitter le territoire français par le ministère de l'Intérieur pour, je cite, atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Elle était également un visage et une plume du groupe Bolloré sur CNews et dans les médias. Est-ce qu'on doit priver de parole les gens qui ne pensent pas comme nous? Certes, elle défendait Vladimir Poutine, certes, elle défendait la Russie, certes, elle participait à une forme de propagande, mais est-ce que ce n'est pas le doigt dans un engrenage un peu curieux? Est-ce qu'on a dit pareil sur ceux qui défendaient l'Ukraine? Ksenia Federova, doit-on priver de parole les gens qui ne pensent pas comme nous? Ce sera notre premier débat à partir de 10h30. Pour le moment, il est 10h06. Notre premier fait du jour. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Et pour ce premier fait d'actualité, alors que depuis quelques heures, certes, on continue à être extrêmement concentré sur la situation des incendies, mais on est également concentré sur un élément qui sont les conséquences des incendies. On a les conséquences économiques, et les conséquences économiques, elles passent par moments aussi par ce qui se passe avec les assureurs. Et depuis quelques jours maintenant, on entend quand même une certaine pression se mettre sur les assureurs en disant que beaucoup de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, de la rapidité, va dépendre des assureurs. Et on voulait en parler avec vous, Laurent. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Laurent. Vous êtes concerné par la situation, c'est ça? Expliquez-nous. Oui. Alors moi, je suis patron d'une agence de voyage sur une commune qui a été évacuée. Donc, j'ai un chiffre à 0, voire même négatif, puisque j'ai des clients qui me réclament un remboursement. J'interviens aussi parce que je suis membre d'une organisation qui s'appelle les entreprises du voyage et sur lequel on défend un petit peu notre profession et puis on essaye de regarder un petit peu ce qui se passe. Et aujourd'hui, j'ai un appel. Je veux interpeller le ministre du Tourisme parce que en fait, il a dit publiquement qu'il fallait revenir en vacances en Gironde, que c'était bon, etc. Mais ça suffit pas en fait, Monsieur le ministre. Il faut monter sur la table et puis défendre vraiment ces entreprises parce que même si on a de grosses pensées pour les pompiers, les gens qui ont tout perdu, etc. Mais après le désastre écologique, on va avoir un désastre économique. Il y a des gens qui perdent. C'est ce que vous observez là autour de vous actuellement, Laurent? Ah oui, moi j'ai beaucoup de contacts avec des gens, c'est hyper problématique. Donc on porte 3 revendications. Bon, il y a le chômage partiel qui est déjà en place, mais il va falloir
augmenter un petit peu au-delà du légal. On demande aussi à des facilités de trésorerie. Il faut que le gouvernement permette aux entreprises qui vont avoir des difficultés de trésorerie à venir de pouvoir accéder à des prêts bancaires, faciliter ces accès à ces prêts bancaires pour pouvoir passer le cap et puis avancer, quoi. Hein. Et le dernier point, c'est ce que vous faisiez allusion sur les assurances. Alors, il faut savoir que les assurances, si votre entreprise a été brûlée, vous pouvez avoir une indemnisation de perte d'exploitation. Mais si, comme moi, vous êtes une entreprise qui est empêchée de travailler parce que sur une zone évacuée, votre perte d'exploitation, elle ne marche pas parce que vous n'avez pas été brûlé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, actuellement, les assureurs jouent un peu sur le sens des mots et font en sorte de ne pas pouvoir déclencher certaines choses au motif que vous ne seriez qu'évacué et pas touché par les incendies, c'est ça? Exactement, ouais. Donc c'est pour ça que le ministre de là des belles paroles, faut revenir en vacances en Gironde. Il va falloir qu'il monte sur la table et qu'il exige des assureurs qui fassent cette prise en charge de la perte d'exploitation que subissent les entreprises. Ça c'est hyper important, quoi. Mais ça veut dire, Laurent, est-ce que vous avez par exemple là dans les dernières heures, on imagine que c'est la course à tous les niveaux, mais vous avez déjà eu vous les conversations déjà avec des assureurs? Oui. Alors moi j'ai eu des assureurs qui sont petit ou grand, il y a peut-être un assureur qui va ouvrir la porte. En fait, ils sont tous sur le gué. Et moi, ce que me dit un assureur, c'est dès qu'il y en a un qui va ouvrir la porte, on va tous s'engouffrer dedans parce que sinon, on va perdre tous nos clients. Donc, il en faut un qui dise OK pour que tout le monde s'engouffre. Et ça, c'est au ministre à forcer et il faut qu'il mette une saine pression sur les assureurs pour que on sauve les entreprises en Gironde. Ça, c'est essentiel. Alors à ce sujet-là, moi, je vais envoyer un mail aujourd'hui à tous les politiques de la région qui sont concernés. Il y en a qu'on voit pas beaucoup, qui s'expriment pas trop. Donc je vais tous les interpeller pour dire qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises en Gironde, comment on les accompagne et comment ça se passe. Donc ça, c'est vraiment important qu'ils sentent qu'il y ait du soutien. Donc nous, au niveau de notre profession, sur les agences de voyage, j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux. Ils sauront comment me joindre. Je peux les aider, et puis dans la mesure de ce que je peux faire. Mais c'est au gouvernement à passer à l'action et à être près des entreprises, parce que quand on aura eu plusieurs dépôts de bilan, Laurent, tout le monde est dans la même mentalité autour de vous. Je veux dire, il y a pas d'autres, je sais pas moi, d'autres assureurs qui ont fait des pseudo des exceptions. Tous autour de vous sont dans cette mentalité, en tout cas, d'aller affronter la chose. En off, ils me disent oui, il faudrait qu'on vous indemnise. Ça et ils sont persuadés. On a tous une perte d'exploitation, c'est évident, quoi. Maintenant, ils attendent que au niveau de leur siège, ça envoie la note qui va libérer tout le monde. Mais c'est vrai que les assureurs de proximité, ils nous disent oui, nous en plus souvent ils sont comme nous, ils sont dans des communes évacuées. Qu'on comprenne bien, eux quand ils refusent, c'est quoi? C'est uniquement parce que les textes ne le permettent pas, c'est ça? Ah oui, les contrats d'assurance vous indemnisent en perte d'exploitation si vous avez eu des dégâts matériels. Oui. Donc si vous êtes dans une commune comme moi qui est évacuée, qui n'a pas eu de dégâts matériels, vous avez le droit à rien. Oui. Donc en fait, même beaucoup plus largement, en réalité, Laurent, dès que possible, il va falloir rechanger ce type de texte, parce qu'on voit bien que certes il y a les dégâts matériels, mais il y a aussi les conséquences presque indirectes et qui là ne sont pas forcément matérielles. Et vous en faites partie, c'est-à-dire que c'est presque un changement de nature pour certaines assurances là. Tout à fait. Et moi j'ai une pensée. Hier je discutais au cours d'une réunion. On nous a présenté le cas d'un camping. Un camping 36 bungalows. Tout le monde a annulé les vacances. Il se retrouve à rembourser tout le monde. Et pourtant son camping n'est pas brûlé. Il est juste dans une zone évacuée. Ouais. Les gens ne peuvent pas y aller. Voilà. Donc ce petit camping là, ça va être hyper difficile, quoi. Ouais. Alors il y a le côté des assureurs. Il y a le côté des assureurs, et c'est aussi pour ça que je parlais alors sans parler de PGE comme au Covid, on va pas refaire un Covid, mais au moins qu'on donne des facilités. Donc ça, il y a la Banque des Territoires qui doit se mettre au boulot, il y a BPI-France qui doit se mettre au boulot, et puis la CCI. La CCI, alors je vais vous raconter une histoire, c'est avant la CCI, on était avec on était avec son président il y a pas longtemps, et je me souviens d'ailleurs de notre discussion, Laurent, qu'on a eu peut-être en début de semaine, on est jeudi, je crois qu'on a dû savoir au téléphone, peut-être lundi ou mardi, et déjà en effet vous évoquiez cette volonté, c'est-à-dire de dire on va certainement pas redemander de l'argent à l'État, en revanche on va lui demander de ne pas nous mettre des bâtons dans les roues. Déjà commencer par ça.
Exactement. Moi, je prône la simplification administrative. Donc, j'ai appelé le numéro de cellule de crise de la CCI ce matin. Ouais. Ce matin, où on m'a pris mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon email, l'adresse de mon entreprise, et où on m'a dit, je sais pas, on va vous rappeler. Ah oui, et là vous ne pensez pas qu'on passe simplement dans la fameuse, on va dire dans le fameux cap où c'est justement d'abord la prise d'information, parce qu'on imagine que là la CCI de Bordeaux-Gironde elle est totalement débordée, c'est de la gestion de crise tous les jours, donc il y a peut-être d'abord un recueil d'informations avant de vous diriger vers les bonnes solutions. Non, ça peut pas être ça selon vous ? Si, c'est ça, bien sûr, c'est normal, il faut s'organiser. Après, je comprends de ce que vous me racontez, Laurent, que quand on traverse la situation comme vous la traversez, avoir tout d'un coup un rendez-vous comme ça dans une situation de crise où on a l'impression uniquement par téléphone de remplir un document administratif, ça doit être assez frustrant, pour pas dire assez pénible. Exactement. Moi, peut-être qu'ils auraient pu dire dans un premier temps, avant qu'on vous rappelle, on vous envoie un doc pour dire voilà ce qu'on peut éventuellement faire pour vous. Là, il y a rien. Puis le site de la CCI relaye les informations sur le chômage partiel ou des trucs que tout le monde sait. Moi, le président de la région, si j'attends aussi qu'il fasse une déclaration. Mais les entreprises, j'ai pas entendu. Il y a des gens qui sont absents, quoi. Donc, mais ça veut dire que là, vous parlez en votre nom, Laurent, mais ça veut dire que plus largement, vous trouvez qu'actuellement, on ne défend pas assez les entreprises là qui sont touchées. En tout cas, les personnes adéquates ne montent pas. C'est votre expression, ne montent pas suffisamment sur la table pour vous défendre, vous, le secteur économique. Alors moi je pense là au gouvernement, parce que moi comme je disais, je fais partie d'une organisation patronale qui s'appelle les entreprises du voyage, et pour lequel on est aux côtés de nos adhérents en fait. Donc nous on défend, et c'est aussi dans mon rôle d'interpeller les médias et puis aussi le gouvernement et choses comme ça pour défendre ces entreprises. Donc ça nous et la réunion à laquelle j'étais hier, il y a énormément de présidents de chambres patronales, de chambres de métiers, etc. qui défendent leur secteur d'activité. Maintenant c'est au gouvernement d'agir et qu'ils aillent au-delà des mots, et Monsieur Papin, le ministre, qui passe à l'action, le dire faut revenir en vacances en Gironde. Comme vous dites. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il fasse son boulot. Il faut que là, ce matin, il y a une réunion. Et il y a une réunion ce matin. Il faut qu'il soit efficace et qu'il défende nos entreprises en Gironde. Que les ministres montent sur la table, et que tous ceux concernés ou qui ont un moyen d'agir sur le secteur économique à un moment de ce lieu-là, en effet, qui montent sur la table et qui s'imposent pour défendre les entreprises. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous. 0826 300 300, c'était un témoignage fort pour commencer cette émission. Quand on pense bien sûr à toutes les conséquences, les assureurs seront de fait sur le devant de la scène, au front, et on voit bien à quel point pour quelque chose qui devrait être simple, en réalité, ça risque de devenir une véritable guéguerre. Et Laurent, vous nous tenez au courant de la situation. Dès que ça se débloque, vous nous passez un coup de fil, vous faites comme ce matin, vous nous écrivez un mot, vous nous interpellez, et on suivra évidemment cette situation en particulier ici sur Sud Radio. Dans un instant, alors qu'il est 10h16, on va parler de ces 84 000 personnes autorisées, ça vient de tomber il y a quelques secondes, autorisées à rentrer dans 9 nouvelles communes après que ces dernières aient été évacuées. On sera notamment avec le maire de Saint-Médard-en-Jalles qui avait vécu cette évacuation forcée de manière assez violente. On imagine bien sûr qu'il sera soulagé d'avoir l'autorisation de retrouver sa ville qui avait été évacuée préventivement. On sera avec lui dans une poignée de secondes sur Sud Radio. À tout de suite. 10h-13h, Maxime Liédo. Et à 10h18 sur Sud Radio, l'actualité qui s'accélère avec ce méga-feu en Gironde et 84 000 personnes autorisées à rentrer dans 9 nouvelles communes. Donc après cette troisième nuit calme sur ce front-là, on le rappelle, qui a ravagé quand même près de 42 000 hectares, toujours stabilisé à l'heure où nous parlons, mais la préfecture qui autorise donc un certain nombre de personnes à rentrer dans 9 communes. Peut-être que vous êtes concernés, que vous n'avez pas encore la formation, donc je vous les donne, les 9 communes, que ce soit Millos, que ce soit Le Bargue, que ce soit Cestas, que ce soit Saint-Jean-d'Illac, que ce soit Martignac-sur-Jalles, que ce soit Saint-Médard-en-Jalles, Saint-Aubin-du-Médoc, Salonne et Sainte-Hélène. À savoir aussi, pour ceux qui sont concernés peut-être sur la route, la préfecture a annoncé la réouverture de l'autoroute A63. Ce sera à partir de 14h. Mais justement, une commune qui avait subi cette évacuation de plein fouet, ce méga feu de manière terrible, c'est la commune de Saint-Médard-en-Jalles, et on est avec le maire Stéphane Delpera. Vincent, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Votre première réaction après cette annonce pour ces 9 communes d'autoriser à nouveau, j'ai envie de dire, d'accueillir à nouveau ces habitants, comment vous avez réagi ?
C'est d'abord un soulagement parce que ça devenait difficile pour les personnes qui avaient été évacuées, qui l'ont fait avec beaucoup de calme et de civisme, mais malgré tout, ça commençait à être très long, notamment pour celles et ceux qui étaient au parc des expositions de Bordeaux. Malgré les efforts d'organisation de la ville de Bordeaux et de la métropole, c'était quand même compliqué comme condition. Donc évidemment, j'étais avec eux hier soir, ils étaient extrêmement impatients, donc je suis très heureux que toutes les Saint-Médardais puissent regagner leur domicile aujourd'hui, puis vigilance parce que malgré tout, on sait que ces feux durent longtemps, malheureusement, avant d'être complètement éteints. Donc il va falloir être extrêmement vigilant pendant toutes les semaines qui viennent, et puis surtout attentif aux consignes, ne pas jeter vos mégots des voitures, ne pas faire de barbecue à proximité de la forêt, enfin toutes les consignes habituelles. Et on imagine que pour la plupart des habitants, vous venez de l'évoquer, c'est non seulement un soulagement. Est-ce que il y a aussi dans les prochains jours des mesures, justement, quand vous parlez de vigilance, que vous allez prendre vous dans la commune pour éviter justement d'évacuer à nouveau, pour éviter que d'une manière ou d'une autre le feu se rapproche? Écoutez, oui, bien sûr, on va être extrêmement ferme sur le respect des consignes de sécurité. S'il y a des imprudences, elles seront très très durement sanctionnées. On n'hésitera pas avec les gendarmes à placer les personnes en garde à vue s'il y a des comportements détestables qui se reproduisent. Après, ça ne dépend pas que de nous, parce que le feu est extrêmement grand. Donc on a lutté ces 2 derniers jours au camp de Souche pour un feu qui arrivait depuis Martignas, Saint-Jean-d'Iac, depuis le sud. Et donc, il faut espérer que le front étant extrêmement large, il y aura forcément des reprises de feu dans les jours qui viennent. Malheureusement, c'est toujours le cas. Mais les forces sont présentes pour maîtriser l'incendie. Et donc, je suis relativement optimiste pour les jours et les semaines qui viennent. Ce qui est forcément une bonne nouvelle. Est-ce que, en tant que maire aussi, vous avez pu avoir des réactions, des témoignages de tout ce qui se passe d'un point de vue économique? On parle des campings, on parle de certains restaurants, on parle de certains hôtels qui sont aujourd'hui dans une difficulté croissante, avec visiblement des assurances qui, pour le moment, ne veulent pas jouer de jeu, avec toujours une paperasse administrative qui est démentielle. Est-ce que vous... Démentielle. Oui, vous confirmez ? On est en train d'établir des attestations puisque l'État ne l'a toujours pas fait, donc on distribue des attestations d'évacuation à tous ceux qui nous le réclament. L'attestation est d'ailleurs téléchargeable sur le site de la ville. Mais c'est vrai que je pense que dans ce type de crise à l'avenir, il faut absolument que l'État mette en place un service dédié à tout ce qui est autorisation, notamment, parce que beaucoup nous ont demandé pendant la crise de faire l'interface pour créer un pare-feu à Souges, pour pouvoir utiliser un forage d'eau, etc. Et donc, en fait, il a fallu faire face à tout ce type de questions. J'en passe beaucoup, bien sûr, mais il faut vraiment que l'État mette en place un service dédié autorisation, parce que ça fonctionne pas bien aujourd'hui. Mais on voit aussi à quel point même certains maires croulent encore sous la paperasse pour prendre certaines décisions. Je crois qu'on était avec le maire de Cestas en début de semaine qui nous racontait à quel point même la paperasse était quelque chose... on va dire, au-dessus duquel on ne pouvait pas passer uniquement pour faire des pare-feux. On agit, parce que sinon, on s'en sort pas. Donc, on a fait les pare-feux, point final, et puis on fera les papiers. Au bout d'un moment, on fera les papiers plus tard. Stéphane Peyre-Vincent, je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Médard-en-Jalles. Une question aussi, parce qu'il y a quelques temps, c'était il y a 3-4 jours, vous avez contribué à cette tribune avec la philosophe Cynthia Fleury dans Le Monde, où vous expliquez que aujourd'hui, tout ce qui brûle n'est pas seulement une forêt, mais c'est une manière d'habiter le territoire qui n'est plus possible. C'est aussi frappant de voir une forme de résilience quand même chez les habitants de ces territoires qui, depuis globalement plusieurs années maintenant, sont en train d'être ravagés, ou alors par des inondations une certaine période de l'année, ou par des incendies durant l'été. Est-ce que ça veut dire que habiter en bord de mer, habiter près d'une forêt aujourd'hui, ça n'est plus envisageable, ça n'est plus possible ? Non, mais c'est vrai pour l'ensemble du territoire national. Il y a un réchauffement climatique qui va vite. La France est encore plus impactée que le reste du monde pour des raisons techniques qui sont trop longues à développer. Mais moi, pour vous dire, depuis 6 ans,
Ma commune a été fermée pour le Covid avec des confinements, reconfinements. Ensuite, nous avons une tempête de grêle qui a ravagé 1500 maisons en 2022 et maintenant ça veut dire qu'on est rentré dans un autre monde. Le climat tempéré en France, c'est fini et donc il faut s'y préparer avec beaucoup plus de force qu'on ne l'a fait par le passé et arrêter de croire après chaque catastrophe que ça y est, on repart comme avant. Le comme avant, il n'existe plus. Le climat, il a changé et donc il va falloir adapter nos fonctionnements, nos infrastructures, nos moyens de réaction pour la protection civile, pour toutes sortes de services publics en France, pour les entreprises, pour l'agriculture. Et donc c'est une tâche énorme qui nous attend parce que le climat demain 2050, c'est le sud de l'Espagne, c'est l'Andalousie. Donc il faut quand même se réveiller et s'y préparer. Sachant qu'il y a aussi cette question, pour s'y préparer, faut-il encore pouvoir tirer certaines leçons? C'est assez frappant de voir parmi les politiques locaux, de voir aussi parmi ceux qui subissent cette situation, on va dire que ce sont des personnes qui craignent réellement que à partir de septembre, ce soit quoi? Un sujet qui n'existe plus. Est-ce que vous, en tant que maire de Saint-Médard-en-Jalles, c'est une crainte qu'à partir de septembre, on rentre dans une grande amnésie générale, sans tirer les leçons, sans prendre des décisions pour l'avenir? Absolument, moi j'ai honte du débat national politique français, c'est un véritable scandale. On passe son temps à divertir les gens des vrais problèmes en inventant des sujets qui n'en sont pas vraiment, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes. Nos concitoyens, ils sont en danger aujourd'hui du fait du réchauffement climatique, du fait de la multiplication des catastrophes. Notre agriculture est en danger, nos forêts sont en danger, notre économie est en danger parce qu'à plus 3 degrés, on ne sait pas comment on peut s'adapter. Vous l'avez vu aujourd'hui, toutes les entreprises sont à l'arrêt, le tourisme est à l'arrêt, c'est des conséquences absolument dramatiques et on nous amuse avec des débats secondaires. Donc moi je lance un appel au président de la République et à l'ensemble des partis politiques d'arrêter avec cette politique spectacle qui vise à distraire les gens des vrais sujets et enfin se réunir pour aborder comment on planifie dans notre pays une vraie transformation de nos structures économiques, de nos services publics, de notre agriculture, pour faire face à ce qui vient. Sinon, on sera bientôt incapable de réagir aux catastrophes qui vont nous frapper. C'est-à-dire une véritable politique d'anticipation. Politique d'anticipation, on sait que, par exemple, on a vu encore pendant la canicule que les rails des trams, par exemple, ils peuvent bouger et fondre en raison de la température. Ouais. Les trams sont à l'arrêt, les trains sont à l'arrêt aujourd'hui vers le sud de la région. Bon, bref, il faut revoir l'ensemble de nos infrastructures. Il peut y avoir des catastrophes demain si on ne le fait pas encore plus difficile parce que les réseaux électriques peuvent tomber, parce que les réseaux de transport peuvent tomber. Donc, c'est des investissements énorme qu'il faut réaliser. Donc au lieu de pleurnicher toute la journée sur nos déficits qui certes existent, mais il va falloir une mobilisation nationale et européenne d'ampleur pour protéger nos concitoyens, protéger notre économie, notre agriculture dans les années qui viennent. Et on en est très très loin puisqu'on a des débats nationaux politiques qui sont absolument lunaires. Monsieur le maire, une dernière question peut-être et j'aimerais qu'on termine notre conversation de cette manière. À Saint-Médard-en-Jalles, dont vous êtes le maire, la commune avait été aussi endeuillée par la mort de 2 pompiers dans un incendie. On pense évidemment à Wilfried Schmitter et Anthony Berthom. Peut-être un mot et une pensée pour eux à l'heure où dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, les habitants vont rentrer chez eux. Notre caserne a dû travailler dans ces conditions-là après avoir perdu 2 hommes. Donc je veux rendre vraiment un grand hommage à nos pompiers, à toutes les forces de sécurité qui ont travaillé dans cette période, surtout après avoir perdu 2 des leurs. En effet, c'est à peine après quelques heures après l'hommage que le feu est reparti vers nous, malheureusement. Et donc j'étais avec eux ce matin et ils ont évidemment lutté de toutes leurs forces, mais on pense à Wilfried et Anthony chaque jour. On leur a rendu hommage et j'espère que la crise étant relativement maîtrisée, ils pourront avoir l'hommage national qu'ils méritent.
suite. Ça, en tout cas, c'est dit. Et merci de l'avoir dit ici au micro de Sud Radio, Stéphane Delpera-Vincent, maire de Saint-Médard-en-Jalles. Et donc, bon courage, prudence et un peu de joie quand même pour les prochaines heures et les prochaines minutes. Il est 10h30 sur Sud Radio. Dans un instant, vos débats avec cette nouvelle qui est tombée hier dans la journée. Ksenia Fedorova, qui est l'ancienne patronne de RT France, accusée d'être la voix de la Russie en France, habituée des médias Bolloré. Elle a été visée hier par un arrêté d'expulsion. Doit-on priver de parole les gens qui ne pensent pas comme nous, ou est-ce que sur des sujets comme celui-ci, qui plus est quand on relate et quand on participe à la propagande d'un pays qui n'aime pas la France, est-ce que ce sont des décisions, est-ce que ce sont des prises de position qui dérangent et donc on doit prendre des sanctions et que l'État le fasse? C'est très bien, ou quand même on peut s'interroger sur ce que cela dit de la liberté d'expression. Après tout, même si elle propage la parole de la Russie, après tout, c'est toujours important de savoir ce que pense un État, même si elle parle sur les médias, et peut-être aussi qu'un certain nombre de personnes pensent qu'en elle, est-ce de l'atteinte à la liberté de l'expression ou est-ce une saine décision? 0826 300 300, le cas de Ksenia Fedorova, doit-on la priver de parole, les gens qui ne pensent pas comme nous? On va avoir ce débat dans une poignée de secondes. À tout de suite. Sud Radio. Jusqu'à vendredi.